type de client. Si vous choisissez, alors, on a un peu des profilers, hein. Moi, je sens les clients à problème. Après, au cours, j'ai zéro litige en 20 ans, 25 ans d'activité, mais j'ai zéro litige parce que je suis pas allé en justice. Mais j'ai pas été payé par deux, trois clients dans ma carrière, des fois pour des gros budgets, et j'ai pas cherché à lutter parce que je me suis dit, ben, c'est moi, j'avais fait bien le travail, mais j'ai mal choisi le client parce que en fait, il y a des clients types à éviter. Alors, c'est vrai que ça va faire rire, mais par exemple, ne pas travailler pour les profs. Je m'interdis de travailler pour les profs. Les professeurs sont des gens qui vont être mal à l'aise sur le chantier et qui sont très difficiles. Alors déjà, ils sont radins. Ensuite, ils jugent votre travail. Pendant que vous travaillez chez eux, ils vous expliquent que vous faites un métier de merde et que c'est d'une classe sociale supérieure. Donc du coup, ça a tendance à vous énerver, à vous faire du mal boulot. Ensuite, ils sont ils sont administratifs à mort et ça peut être dérangeant dans la procédure parce que du coup, ils vous font confiance à aucun bout de la chaîne. Ils sont mauvais payeurs. Voilà. Non, vraiment, ne travaillez pas pour des profs. C'était un mauvais choix. Vous savez, c'est ceux qui, c'est les mêmes que vous rencontrez qui, quand vous êtes à l'école, ils vous disent, il faut que vous soyez informaticien. Il faut pas que vous soyez maçon. Voyons, maçon, c'est quoi, monsieur? C'est rien du tout. Sauf qu'un maçon, lui, fait 5 000 € de salaire par mois. Parce que ben, le prof, mais ça, il ne sait pas, parce que lui, il vit toute sa vie à l'école, il n'en sort jamais, il ne se rend pas compte de la réalité des choses. Et aborder la maçonnerie ou aborder la peinture ou aborder le carrelage d'une façon différente que eux l'abordent, et ben, ça peut être très passionnant, ça peut être très motivant et ça peut vous générer beaucoup d'argent. Tous les entreprises qui font fonctionner la France sont des TPE et sont notamment le bâtiment. Mais c'est pas une erreur de stratégie. Les artisans ont des maisons correctes, ont un budget correct, ont une vie correcte. Sont généralement le fameux citoyen moyen qui paye les impôts, bah, parce que justement ils génèrent de l'argent. Je veux dire, c'est pas une stratégie conne que de choisir ce truc-là. Mais du coup, le professeur souvent voilà, est une galère. Ensuite, ne jamais travailler pour les personnes hautement qualifiées dans votre domaine d'activité. Par exemple, si on parle du bâtiment, genre un architecte. Ne jamais travailler pour un architecte ou un maître d'œuvre. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui connaissent tellement le métier que des fois, ils vous payent jamais à la fin. Parce qu'ils vont vous trouver l'erreur que vous ne connaissez pas parce que vous manquez de formation ou parce qu'ils vont être pinailleurs et vous savez que vous ne pourrez pas lutter parce que le mec va vous sortir les mots, les phrases, le petit texte de loi qui va bien. Et d'ailleurs, ce qui vous met souvent la puce à l'oreille, c'est qu'à ces gens-là, vous leur faites un devis fort et ils acceptent. Ah, c'est signe de danger. Donc, vous leur faites le devis maximum. Si vous disent oui, vous savez que vous êtes dans la merde d'avance, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, je ne travaille jamais pour ces gens-là. Et pareil, les architectes et les maîtres d'œuvre sont aussi des gens hautains qui vont jamais vous considérer à votre juste valeur. Quelqu'un de particulier qui fait appel à vous va avoir une valeur ajoutée à votre travail parce que vous lui apportez quelque chose qu'il ne sait pas faire. Donc, du coup, il va avoir un genre de reconnaissance, d'admiration ou d'intéressement à votre travail pendant que vous le faites. Quelqu'un qui connaît déjà votre métier et qui même vous supplante en connaissance concernant ce métier, parce qu'il a une vision plus large, aurait tendance à vous sous-estimer en permanence et à vous surveiller. Et du coup, à ne pas voir votre prestation comme une prestation bien faite, mais comme une prestation qui n'est jamais aboutie dans son état d'esprit. Donc, du coup, il n'y a aucune valorisation de votre travail à la sortie. Vous n'en espérez pas une reconnaissance quelconque et n'en espérez pas non plus la petite commission, le payer d'avance. Non, ça va être administratif et il va tout faire pour vous payer le moins possible. Et des fois même, selon comment il est, ne vous paiera même pas le dernier tiers. Voilà. Donc, j'évite ce genre de personnes. Voilà. Donc, le plus difficile, ça a été les clients. Et quelque chose qui est lié directement à la stratégie d'entreprise, on disait, soit vous développez l'entreprise pour avoir des salariés, donc vous allez passer votre temps à vous développer, soit vous décidez de travailler seul ou vraiment en très petit comité de confiance. Le danger d'une entreprise qui a plusieurs salariés, c'est les salariés. Parce qu'en fait, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Il est très difficile de trouver quelqu'un qui va. Si vous voulez avoir une entreprise des salariés, c'est vous avez décidé de vous développer, on a dit. Si vous avez décidé de vous développer, pour pouvoir se développer, il faut qu'à chaque étape de l'évolution de votre entreprise, vous puissiez vous asseoir sur une assise de confiance, sur des gens. Et les salariés sont la base de votre entreprise, c'est eux qui vous font gagner de l'argent. Il faut que vous soyez sûr que vous puissiez leur faire confiance sur le fait qu'ils voient votre entreprise comme l'extension de leur propre entreprise. Ils gagnent leur job, mais ils aident à pérenniser leur job, mais aussi
à faire en sorte que l'entreprise se développe. Et il se trouve que des fois, il y a des gens, leur profil, si on les profile pas très bien, ils bossent avec vous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, période d'essai finie, boum, ils foutent plus rien. Ça m'est arrivé ça, mais je ne vous raconte même pas. J'ai tout essayé, les vieux, les jeunes, les machins, j'ai essayé de les former, etc. Heureusement qu'ils se sont tous mis à leur compte à la fin et que je les ai aidés même, parce que c'était impossible. C'est-à-dire en plus, il faut, enfin, veux dire, vraiment, si vous décidez de suivre ce modèle-là, il faut le maîtriser. Il faut être hyper rigoureux en administratif pour qu'il n'y arrive pas de malheur, pour que les gens soient impliqués, pour garder leur motivation. Euh, il y a un vrai boulot, c'est pas juste j'embauche un salarié qui va faire un travail et du coup ça fait non, ça marche pas comme ça. Il y a un vrai management à faire quand on a choisi d'avoir une entreprise avec salariés parce que vous travaillant seul, vous savez déjà qu'au quotidien, il faut que vous trouviez des choses pour vous motiver à continuer de travailler dans votre société, la renouveler, innover et garder cette motivation que vous devez avoir pendant 40 ans. Donc, quand vous avez des salariés, malheureusement, vous devez le faire pour vous, pour votre société, mais vous devez aussi manager votre groupe pour qu'il reste motivé en permanence, pour qu'il soit fructifiant, pour qu'il soit une source d'alimentation permanente de nouveaux revenus. Un salarié, c'est comme vous. Il va évoluer dans son poste aussi en compétences, et donc vous devez faire en sorte qu'il évolue pour que lui-même s'épanouisse et qu'il vous rapporte plus d'argent. Il ne faut pas vous dire, tiens, un salarié, ça fait 20 ans qu'il est là, c'est pas normal qu'il m'ait rien rapporté depuis. C'est aussi la faute du patron qui n'a pas fait le nécessaire pour l'aider à évoluer dans son poste, à avoir plus d'informations, à avoir plus de formation et donc s'améliorer, donc aller plus vite et donc gérer plus de choses. Ça dépend de la stratégie de management de l'entreprise. Donc vraiment, il est important. Moi, en tant que patron, je suis un mauvais patron. C'est-à-dire que moi, je suis trop gentil. Je copine avec eux, tout ça. Mauvaise stratégie. Très, très mauvaise stratégie. À revenir en arrière, je pense qu'il aurait fallu que j'embauche un chasseur de tête ou quelqu'un qui s'occupe du recrutement à ma place pour être sûr de prendre le bon profil. Il ne faut pas hésiter à être rigoureux dans la charte d'embauche de la personne que l'on veut dans sa société et de poser des questions qui, même si on a affaire, je parle toujours de mon expérience dans le bâtiment, hein, pas d'autres expériences, mais de trouver, voilà, si la personne a un profil motivé, elle a envie de se développer, elle a envie d'autre chose, elle est intéressée par ce qu'elle fait, elle n'est pas aboutie là par hasard. Dans le bâtiment, on aboutit là souvent, pas spécialement par choix, et souvent, ils n'ont pas de diplôme, les gens. Donc, du coup, il est difficile de les avoir motivés au quotidien. C'est des gens, bah, ils ont besoin de travailler. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire le job. Ils ont beau crocher dedans parce que c'est un bon bosseur. Ça ne veut pas dire que ce gars va évoluer. Il faut les profiler d'avance. Il faut se dire, alors, ce mec, il en est là. C'est un bon bosseur, certes. Mais ça, bon bosseur, ça va marcher 6 mois. Au bout de 6 mois, il va falloir qu'il double la cadence ou qu'il améliore quelque chose. Est-ce qu'il a le profil pour évoluer dans 6 mois, ce type-là? Il faut le savoir d'avance. Faut pas le faire comme ça à la va-vite. Du coup, il va falloir poser les bonnes questions. Il va falloir le prendre de discuter avec lui une fois, voire prendre un deuxième rendez-vous pour être sûr, voire prendre un troisième rendez-vous et pas hésiter à faire un test sur chantier 15 jours, puis seulement 1 mois. Faut être sûr de la personne. Parce qu'une fois que ça va vraiment être fait, vous êtes mort. Vous savez très bien qu'en CDI, c'est terminé. Vous allez vous le coltiner jusqu'au bout. Même si on a facilité tout pour le licenciement, etc., ce n'est pas bon parce que quand vous travaillez dans une entreprise, une petite société, ces gens-là, vous les retrouvez dans la vraie vie ensuite. Ou ces gens-là, si ça s'est mal passé parce que vous avez mal profilé, eh ben, ils vont vous en vouloir. Alors que c'est pas votre faute parce que peut-être c'est eux qui ont mal fait le boulot, mais du coup, ils vont en parler. C'est quand même un mauvais client. Il va en parler à tout le monde. Donc, si vous faites un mauvais choix, déjà, vous, ça va pas vous aider dans votre société. Mais en plus, ça va pas vous aider dans votre propre publicité parce que le gars va en parler à tout le monde. Et souvent, si le salarié vous le prenez, c'est qu'il est local. Donc ça veut dire que c'est localement que ce mec va parler de vous en mal si jamais ça s'est mal passé. Donc il est important de préserver sa e-réputation d'avance en se disant ce gars-là, il a l'air motivé mais il est un peu bourrin, bah putain, évitez le bourrin s'il vous plaît. Parce que vous savez que ce gars-là va pas réfléchir le jour où vous allez le virer pour les bonnes raisons et va agir comme un bourrin et parler à tout le monde, aller au bar et parler à tout le monde comme ça, comme un bourrin. Et les gens sont comme dans la vraie vie, ils aiment les téléréalités. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les anges de la télé-réalité qui sont tout beaux, tout mignons, mais qui disent que des conneries parce que ça les divertit, plutôt qu'un mec qui va leur dire quelque chose d'instructif. Donc, du coup, méfiez-vous de ce genre de profil parce que à terme, si ça se passe mal,
Bah, un bourrin va parler au bourrin et puis ils vont bien se comprendre parce que je suis désolé de le dire, mais ils sont la majorité. Et puis la façon de communiquer et la façon d'être et la façon de consommer ce genre d'informations qu'on dit les ragots de quartier, ça file comme le vent. Vous ne pourrez pas lutter. Et ça a un coup à impacter ensuite votre réputation de société, même si c'est pas vrai. Donc le profil d'un salarié, c'est très important de le sécuriser par tous les moyens. Un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. S'il faut, embaucher quelqu'un pour le faire à votre place. Je dis que ça coûte moins cher de payer 180 balles son avocat pour faire un bon contrat en bonne et due forme, ou d'embaucher quelqu'un pour faire ce genre de prestations. Ça peut coûter 100, 150 euros les 2 heures, un truc comme ça. Mais c'est combien de milliers d'euros vous allez économiser de pertes par la suite si vous êtes gouré. Voilà, je pense que c'est pas pour rien que les cabinets de ressources humaines existent dans les grandes sociétés et que tout le monde râle après ce genre de choses parce qu'on se dit ouais c'est pas normal qu'on nous profile à l'entrée, etc. Voilà, mais si, parce qu'en fait c'est nécessaire. Vous choisissez le mauvais profil, ça peut vous impacter dans le développement de votre société. Moi, j'ai arrêté de me développer dans ma société alors que j'avais beaucoup de salariés à cause de ce mauvais choix de profil. Parce que les gars, la majorité était volontaire, mais ils n'étaient pas en capacité d'évoluer. Et d'autres étaient des cas à problème. Donc heureusement que j'avais fait des contrats courte durée. Du coup, bah, ils ont prolongé autre part, mais ils m'ont jamais créé de problème parce que bah, j'ai fait en sorte de prendre moins de chantiers, ce qui justifiait aussi le fait que j'avais moins besoin de lui. Mais parce que je savais que sinon j'allais vers la catastrophe. Donc je préférais partir en bon terme avec tout le monde et les aider dans leur propre développement personnel. Comme ça, localement, tout le monde m'est reconnaissant parce que quand il y a besoin, ils m'appellent. S'il faut, je leur envoie un client ou je leur prête un peu de matos. Mais au moins, on est en bon terme. J'évite de ruiner ma réputation, mais j'ai compris que mes limites s'imposaient là. Voilà. Pourtant, j'avais des marchés nationaux, 600 maisons à l'année, 1200 à la maison à l'année. J'avais des propositions de fou, hein. J'avais choisi un créneau où j'avais une niche de travail qui était hallucinante. Mais j'étais bloqué par le salariat parce que, ben, au bout d'un moment, ben, soit vous êtes le patron, soit vous êtes le salarié. Vous ne pouvez pas être les deux. Comme travailler avec ses salariés, c'est compliqué. Faut s'installer des règles. Ma femme, si elle était là, elle rigolerait, mais c'est vrai qu'il ne faut pas installer le tutoiement. Il faut respecter le vouvoiement, les distances. On est obligé de s'imposer plein de choses, plein de règles en termes de société pour être sûr que le jour où il y a un problème, il y a un détachement nécessaire, suffisant, pour que vous puissiez instaurer des règles, faire respecter une charte d'entreprise. On est obligé de. Un bon patron, c'est un patron con. Il n'est pas là pour être votre copain. Il est là pour faire en sorte que votre job pendant 40 ans, vous n'ayez jamais à vous en soucier. Donc, vous pouvez le voir comme un patron con toute votre vie. C'est pas grave parce que toute votre vie, vous n'aurez jamais eu à penser à votre job parce que ce patron aura fait le boulot de vous trouver du boulot, de s'occuper de vous et de s'occuper du fait que votre salaire vous aura permis de vivre pendant 40 ans jusqu'à votre retraite. C'est son seul job à ce patron. Donc, il a beau être con parce qu'il n'est pas peut-être sympathique, rigolo, machin, mais par contre, lui fait son job, il gère son entreprise, son administratif et il vous trouvera toujours un chantier qui évitera à vous de penser que demain vous serez au chômage quoi qu'il arrive. Donc lui, il aura fait, ça, en fait, ça c'est un bon patron parce que vous avez choisi un jour de travailler pour lui et lui, pendant 40 ans, il a fait en sorte que vous ne soyez jamais déçus. Vous avez choisi le job, et ben, il va vous garder pendant 40 ans et pendant 40 ans, vous permettre de nourrir votre famille. Donc qu'à vos yeux, il soit con parce qu'il ne vous tutoie pas et il vous voit et qu'il ne soit pas à vous inviter pour les barbizzas, on s'en fout. Vous avez pris un job, il vous a assuré votre job, c'est son seul objectif et il l'a respecté. Mais du coup, ça oblige à avoir des règles personnelles dans l'entreprise. Il faut s'imposer des règles simples. Il faut s'imposer une charte d'entreprise. Et il faut être extrêmement rigoureux dans les papiers. Extrêmement rigoureux. Ouais, j'ai un peu de mal de ce côté-là. C'est pour ça que je travaille tout seul. Voilà.